I am the only daddy you got. I am the damn paterfamilias. Bienvenue dans l'épisode 3 de Papa, on verra bien le titre plus tard. Fait des podcasts. Papa fait des podcasts pour l'instant. Ah, pourquoi pas, Papa fait des podcasts. Donc cette fois-ci, aujourd'hui, on va passer à Thomas. C'est moi qui vais l'interviewer et lui poser des questions sur son parcours de papa. Ok ? Ok. C'est bon pour toi, Thomas ? Je suis Thomas et c'est bon pour moi. Et c'est bon pour... T'as vraiment une voix radiophonique. Hein. Tu fais exprès, là ? Je fais un peu exprès. Ah, tu fais un peu exprès. Ok, d'accord. Je vais reprendre un peu ce que tu avais fait dans l'épisode précédent, parce que j'avais bien aimé comment tu avais conduit l'interview. Tu veux mon petit fil ? Comment tu es devenu papa ? Alors, je suis devenu papa, et il va falloir raconter la genèse du couple aussi, parce que on a fait avec ma compagne. On a eu un enfant relativement rapidement après notre rencontre. Moi, j'avais absolument pas... Non, j'allais dire que j'avais pas du tout anticipé le fait d'être père, c'est pas exactement ça. C'est que je m'étais programmé depuis il y a très longtemps au fait que... Enfin, j'étais intimement persuadé que je ne serais pas père. Quand j'avais 18 ans, déjà, j'en parlais, voilà... Moi, j'étais certain que je serais pas père, et pendant très longtemps, ça a été aussi célibataire de toute façon. Quoi. Je serais célibataire sans enfant pendant très longtemps. Il y a quelque chose en particulier qui t'avait convaincu de ça, ou c'était viscéral ? C'était c'était viscéral. C'était une espèce de... Voilà, après on rentrerait dans des explications. J'ai rien de définitif à donner à ce niveau-là, quoi. Je pense qu'il y avait une blessure de rejet très forte qui faisait que voilà, je trouvais tellement de confort au fait d'être seul. Je m'entendais très bien avec moi, enfin ça se passait très bien. Je trouvais tellement de confort là-dedans que ça m'allait bien, voilà. Et avoir cette idée était très pratique. Alors le côté célibataire a sauté avec le temps, mais je pensais toujours que il y avait toujours quelque chose de très compliqué au niveau d'établir une relation un peu longue, quoi, un peu engageante. Et donc toujours le côté enfant, bon. Et ça, c'était encore valable. Donc on s'est rencontrés avec ma compagne en 2015, donc ça fait un peu plus de 4 ans. On se rencontre dans un stage de permaculture, donc sur une période assez déterminée, relativement courte. Enfin, on avait 5 jours à passer ensemble. On se rencontre, il y a un coup de foudre réciproque et immédiat. Elle a déjà une vie... Moi, je suis célibataire, mais elle a une vie de famille par ailleurs. Elle a des beaux enfants, elle n'a pas d'enfants, mais elle a des beaux enfants. Et donc ça, on parle et voilà, moi je découvre ça le deuxième jour où on s'est rencontrés, où elle me raconte tout ça. Et là, je me dis, je me disais pas, c'est la femme de ma vie, enfin... Comment dire je me suis pas dit c'est horrible, elle a déjà une famille et tout ça. Je me suis dit il se passe vraiment quelque chose, ça pourrait vraiment le faire. Ce qui peut potentiellement être un peu contre-intuitif, vu que tu disais vouloir avoir la simplicité d'être seul, etc. Alors, là, d'un seul coup, il y avait beaucoup d'éléments beaucoup plus complexes. Exactement. Et c'était en fait c'était bizarre parce que effectivement alors pour le coup j'étais vraiment bizarrement dans un état d'esprit à ce moment-là de me dire je vais papillonner. Un peu comme une sorte d'expérience où je vais forcer ma nature à m'en foutre. Je vais passer au-dessus du rejet, je vais m'en foutre, tout ça. Et je vais travailler ça de façon un peu systématique, enfin un peu, voilà. Comme j'aurais pu faire un entraînement sportif, je me suis dit, tiens, je vais fréquenter plein de femmes. Et j'étais dans cet état d'esprit quand on s'est rencontrés.
Et quand elle m'a dit qu'elle avait déjà une vie à côté, je me suis dit, bon, dommage, mais je vais pas briser une vie de famille, etc. Et quand je me suis endormi le soir dans ma tente, il y a eu cette réflexion bizarre qui m'est venue pour la première fois de ma vie, qui était dommage, on aurait pu faire des beaux enfants. Ah oui, directement. Voilà. Et là, c'était quand même très, 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 très bizarre parce que je la connaissais pas depuis 48 heures et que je m'étais jamais fait ce genre de réflexion. Avec une très haute image de vos patrimoine génétique tous les deux. Ouais, et de leur compatibilité, etc. Ouais. Mais oui, je me suis dit, ça ferait quelque chose de fantastique. Une très haute image de ma compagne aussi, en me disant, enfin de ma future compagne à ce moment-là, en me disant, c'est quelqu'un de tellement exceptionnel que voilà, ça va être absolument formidable. Et donc bon, le couple se fait quand même, enfin existe, voilà, on avait tous les deux, on était suffisamment motivés pour que ça soit, il y avait une espèce d'évidence. Alors je vais dire, en fait, à la fin de ce stage qui durait 5 jours, on s'était mis d'accord pour ne pas se revoir après. On s'était déjà fait des déclarations, il ne s'était pas passé grand-chose d'un point de vue formel, mais voilà, les choses avaient été dites, qu'on s'était vraiment plu très fort. Mais on s'était dit, on se voit pas, on se revoit pas à l'extérieur. Et il se trouvait que c'était possible parce qu'on habitait tous les deux. Enfin, c'était techniquement faisable, mais là, on est dans le premier épisode du téléfilm de l'été. Là, on est parti sur quelque chose. J'essaie de réfléchir pour pas le faire, pour aller un peu plus au but. Non, mais je dis pas que ça va trop long. C'est trop long, mais plus que là, on imagine bien ce genre de truc. Non, je ne te reverrai pas après. Ouais, et ça trotte dans la tête. C'est une bonne parenthèse pour dire mon métier, c'est scénariste, principalement pour la télévision. Ma vie n'avait rien d'une série, d'une fiction. Enfin, il n'y avait pas du tout de quoi en faire une fiction. À partir du moment où ma compagne est rentrée dans ma vie, ou plutôt où moi je suis rentré dans la sienne, je suis rentré dans un monde de fiction télé, quoi. Je suis rentré dans un soap opéra, en fait. Ouais, ok. C'est-à-dire que sa vie elle-même était régie par les codes du soap opéra. On pourra en reparler, développer ça peut-être une autre fois c'est peut-être pas le lieu pour ça, mais c'était assez amusant. Donc, elle reprend contact avec moi. Donc, je te coupe rapidement, c'est-à-dire qu'elle te parlait toujours de dos, face caméra. C'est ça. Ok, d'accord. Vas-y, je te laisse continuer. Et elle avait un jumeau maléfique. Ouais. Et donc, 48 heures après s'être dit qu'on se reverrait pas, elle me renvoie un mail pour me dire qu'elle avait envie qu'on se revoie quand même. Là, je laisse passer... Aucun mental, quoi. Aucun mental. Ouais. Je laisse passer une nuit en me disant... Si, en fait, pour moi, c'était... donc, il y avait un peu d'appréhension de ma part, de peur devant ce que moi je mettais derrière. C'est que je me suis dit, si je réponds... J'étais absolument persuadé que je pouvais arrêter ça à ce moment-là en disant non, on se tient à ce qu'on avait dit et tout. Ou si je disais oui, on se revoit, pour moi, la suite, c'était le pavillon, le monospace, les enfants, le chien. Là-dessus, j'en étais complètement persuadé. Je laisse passer une nuit, je réponds oui le lendemain, on se voit. Période un peu troublée de quelques mois où elle était un peu entre deux, puisqu'il y avait aussi... elle vivait avec quelqu'un à ce moment-là. Mais au bout de 3 mois, le couple s'installe. Enfin, elle quitte son ancien compagnon, on s'installe ensemble. Voilà. Et très vite, dans nos discussions, mais genre, très très vite, les questions de faire des enfants arrivent, alors qu'on n'était pas encore officiellement ensemble.
les questions de faire des enfants arrivent. On tombe... Enfin voilà, on était tous les deux sur la même longueur d'onde là-dessus. C'est-à-dire sur comment le faire sur être d'accord pour en faire. Voilà. D'accord. Sur le projet de faire des enfants. Sachant qu'on était tous les deux, on n'avait pas spécialement de temps à perdre, quoi. J'avais 37 ans et elle 36. Ah d'accord, temps à perdre, ok. Pas forcément parce que vous aviez plein de projets en cours sur plein de choses, mais parce que vous sentiez que c'était maintenant ou jamais, quoi. Un peu, ouais. Ouais. Oui, voilà, on n'allait pas attendre 10 ans de voir si notre couple vraiment se plaisait, était bien ensemble avant d'en faire. Moi, je comprends pas. Moi, c'est complètement inconscient de faire ça vite. Et donc, on s'est dit, on va faire ça relativement vite. Et donc, on s'installe ensemble, ce qui déjà pour moi était un sacré chamboulement, voilà, puisque j'étais un célibataire endurci, établi et tout. Et puis, au bout d'un temps très court pour nous, donc au bout de 8 mois, quelque chose comme ça, on se dit, bon, allez, on se sent prêt. En fait, il y a eu, pour la première fois depuis qu'on était ensemble, officiellement, on a un week-end où on n'est pas ensemble pendant 4 jours. Et quand elle revient de ce week-end, elle me dit, bah écoute, moi j'ai réfléchi et je suis prête. Et moi, de mon côté, je ne sais pourquoi, à ce moment-là aussi j'avais réfléchi, je me suis dit, mais en fait, ça y est, je suis prêt. Donc on dit, bah ok, on y va. Et là, dans le mois qui a suivi, elle était enceinte. On s'attendait pas à ce que ça arrive aussi vite. Donc là... super heureux quand on voit le test. Au début, pas trop... C'était quoi la question que tu as lancée Au tout début, c'était comment es-tu devenu père ? Donc là, on a toute la genèse. On a la genèse, on a jusqu'au le début de la grossesse. Ok. Quand tu l'as appris, comment ? Enfin, c'était donc il y a eu un test. Il y a eu un test. Ouais. On était, en fait, on était ensemble en vacances. Elle me dit un matin, t'as pas l'impression que j'ai les seins qui ont grossi ? Ah ouais. Et je crois que j'ai du retard et tout. Je fais, ah ouais. D'accord. Ah ouais, tu crois et tout. Donc on va s'acheter un test. Voilà, on fait le. En fait, on avait. Voilà, on fait le test. T'as uriné aussi dessus ? Non, j'ai pas uriné. Non, d'accord. Il y a pas besoin. C'est un bon rappel. Je dis beaucoup on pour des choses qui la concernent principalement elle. C'est que tu l'as vécu pleinement avec. Ouais. Bah, ça c'est un vrai sujet. Ouais. Je bois un petit coup. Oui, on achète le test et en fait, on était déjà en train d'en parler. Le test était pas, on l'avait pas fait, qu'on était déjà en train de chercher les trucs. Vous vous projetiez déjà très vite. À fond, d'accord. Ouais. Ok. Et à quel moment tu t'es dit vraiment, je vais être papa ? Est-ce qu'il a fallu attendre le test ou Ouais, enfin le test est venu confirmer, mais on était vraiment, on en était sûr quoi. Enfin. Ok. Ouais. Avant qu'on fasse le test, ouais. D'accord. À partir du moment où elle a dit, en gros, je crois que je suis enceinte, voilà. D'accord. Et ensuite, à quel moment, donc là c'est, à quel moment tu t'es dit je vais être papa et à quel moment tu dis je suis papa ? C'est une question chaude. Hein. En plus, j'y avais pourtant réfléchi avant parce qu'on avait un petit peu préparé des questions, mais c'est chaud. On peut pas dire qu'on le voit pas venir parce qu'il y a quand même 9 mois de grossesse. Oui. Après, tu le vis pas de la même manière que ta compagne. C'était très abstrait. Tant qu'il y avait la grossesse, c'était très abstrait. D'accord. Et pourtant, j'étais super impliqué dans la grossesse. Enfin, nous l'étions tous les deux. J'espère qu'elle l'était un peu. Oui. Enfin, je dis ça, c'est pas arrivé. Non, mais c'était. En fait, moi, j'avais pas du tout préparé ça. C'était très abstrait pour moi, faire un enfant.
Je m'étais pas renseigné ni rien, et pour le coup, j'étais pas du tout proactif là-dedans, mais il se trouve qu'elle avait des idées, avait des projets là-dedans, et qu'en fait on s'est embarqué dans une aventure. Je vais donner une précision assez importante au niveau de moi, ce qui était ma vie à l'époque, parce qu'il y a pas mal de choses derrière. C'est que je suis scénariste, mais en fait j'avais arrêté de bosser à ce moment-là. J'avais fait je vais pas appeler ça un burn-out, mais j'avais eu un ras-le-bol. Voilà, restons français et moins connoté. J'avais eu vraiment un ras-le-bol de ma profession, genre 6 mois avant qu'on se rencontre, où j'avais arrêté de bosser, j'avais pas vraiment d'inquiétude financière et tout, et je m'étais juste dit, mon boulot me prend la tête et je vais juste faire des choses qui me plaisent et attendre de voir venir. Donc faisons un enfant, quoi. C'était pas du tout j'avais pas pensé à ça en premier, je l'avais pas mis en haut dans ma liste. Mais oui, quand on s'est rencontrés avec ma compagne, j'étais très disponible. Je travaillais pas. Et cette situation-là, je l'avais pas planifiée, mais elle a duré très très longtemps. Quand la grossesse a commencé, en fait, elle a eu envie d'être suivie dans une maison de naissance. Donc moi, je ne savais pas ce que c'est, donc on va peut-être dire en 2 mots de quoi il s'agit pour ceux qui nous écoutent, qui ne savent pas. Une maison de naissance, c'est un cadre qui ressemble le plus possible à une maison dans laquelle on va être, une vraie maison, dans laquelle on va être suivi par des sages-femmes, qui est adossé. Donc nous, on était suivis au Calme à Paris. Le Calme, c'est CALM, l'acronyme de Comme à la maison. Joli, hein, comme Calme, comme à la maison. Ok. Et t'as accouché où ? J'ai accouché au Calme, tu vois. Oh. Alors en France, encore à l'heure actuelle, c'est faisable d'accoucher à la maison, mais c'est compliqué. Parce qu'il faut être accompagné par une sage-femme, et c'est pour elle que c'est très compliqué, la sage-femme, parce que elle a besoin d'être assurée, et on lui demande des assurances qui sont à un prix absolument exorbitant, qui correspondent, en gros, de mes souvenirs, j'espère que je dis pas de bêtises, mais qui correspondent à 1 an d'activité de la nana, quoi. On va peut-être lui demander, je sais pas, 20 ou 30 000 euros pour son assurance, pour faire l'accouchement à domicile. Donc c'est vraiment... c'est du... J'avais pas cette notion-là par rapport aux difficultés pour la sage-femme elle-même. Après, je me permets de faire juste un retour de femmes à qui j'avais posé la question, qui avaient envie de le faire. Ce qui est aussi difficile, des fois, c'est le regard de l'entourage. Tout à fait. Il peut y avoir un retour, disant, aujourd'hui, on a la chance d'être médicalisé, d'avoir tout ce qu'il faut et tout. Vous êtes fou de prendre ce risque-là. Ouais. Voilà. Ouais, alors il y a cette question-là qui compte, qui est une question qui, pour nous, dans notre couple, compte pas énormément, parce que, bon, moi, j'en ai pas mal... Là-dessus, c'est pas quelque chose qui me... j'ai fait mon travail, j'en ai pas mal rien à faire de ce que les autres pensent. Ok. Voilà, je suis devenu standardiste après un diplôme d'école supérieure de commerce. Après, j'ai lâché ça pour devenir scénariste. Donc bon, c'est pas... voilà, ces choses-là me font pas trop peur. Et puis surtout, ma compagne est médecin généraliste de formation. Alors toutes les questions médicales, va te faire voir, quoi. Tu vois, elle connaissait. Ouais, elle connaissait, et puis... Voilà, quiconque lui dit mais vous êtes fou de faire ça, me dit ok, montre-moi tes diplômes, j'ai fait 10 ans d'études. Elle le dit pas comme ça parce qu'elle est beaucoup plus bienveillante que ça. Oui. Donc en gros, c'est vrai qu'on s'en fichait un petit peu. Pas à 100%, mais un petit peu. Et on les a quand même eu un petit peu, ces questions-là, en se faisant toute la préparation à l'accouchement en maison de naissance. Après, la maison de naissance, le Calme, pour le coup, est hébergé dans les locaux de comment ça s'appelle, la maternité des Bleuets à Paris. Donc d'un point de vue médical, il n'y a aucun danger. Si besoin, 100 mètres, il y a tout ce qu'il faut, quoi. Exactement. Si besoin, hop, le chariot, et on part direct en salle d'opération. Mais le but est de faire dans un environnement qui ressemble à la maison, en respectant le plus possible la physiologie naturelle de l'accouchement. Vous avez pu mettre autant de bordel qu'à la maison, tout ça dans la pièce, comment ? Alors, au final,
Ça s'est pas passé comme on l'espérait. D'accord. Mais peut-être qu'on va lancer la pub avant. Non, il n'y a pas de pub. Le teaser. Alors, il y a eu... ça a été dans le processus... Moi, j'ai commencé à devenir père pendant tout ce processus de grossesse parce que j'ai découvert toute une dimension que je ne connaissais absolument pas de ce que c'est la grossesse et l'accouchement médicalisé versus bienveillant ou physiologique. Un petit peu derrière, qu'est-ce que c'est qu'une parentalité positive ou pas, ou classique, disons, enfin c'est plus celle qu'on avait reçue ou traditionnelle ou quoi. Découverte de pas mal d'interlocuteurs, de beaucoup de bouquins qui appellent d'autres bouquins, des références. Et là, voilà, moi je suis très, je me définirais plutôt comme un intellectuel. Je lis pas mal. Beaucoup de bouquins qui ont été introduits par ma compagne, qui était vraiment une guide à ce niveau-là. Et elle avait tendance à acheter beaucoup de bouquins, et au final, j'en lisais peut-être plus qu'elle là-dedans, parce que elle les achetait par 10, mais peut-être que je passais plus de temps. J'en avais plus aussi du temps, mais voilà. Et ça s'est confirmé après la naissance aussi, où donc j'ai lu beaucoup de choses. J'avais pas spécialement prévu de m'investir dans le sujet, mais il s'est trouvé que j'ai découvert des choses vraiment incroyables, que le sujet m'a passionné. Alors je pourrais citer un petit peu, on va pas faire. On pourrait faire d'ailleurs un podcast. C'est ce que je suis en train de noter, les recommandations, les livres, lecture, les bouquins. Tout ça. Alors je vais juste les citer là, mais on en parlera peut-être une autre fois. Mais il y a eu dans les grosses claques qui m'ont vraiment, qui ont vraiment influencé ma vision, mon parcours, etc. en tant que père. Il y a eu Le bébé est un mammifère de Michel Audin. Il y a eu faut que je retrouve comment ça s'appelle. Ça me reviendra plus tard, mais un livre qui est vraiment bon, je l'ai plus là, mais qui est super spoil pas, ça sera l'office du. Ouais, voilà, on le ressortira plus tard. Mais c'est beaucoup plus vaste que juste la grossesse. Un livre très court. Il y a eu le livre de Céline Alvarez que j'ai lu, le premier. Que j'ai lu pendant la grossesse encore, genre 3 mois avant la naissance, donc Les lois naturelles de l'enfant, dont on reparlera aussi sans doute quand on parlera d'école. Et voilà, qui donnait en gros, alors si on donne une ligne directrice de tout ce que ça a amené là-dedans, moi je m'étais pas fait d'idée à part celle que j'avais héritée de mes parents ou de l'école, etc., enfin de l'éducation que j'ai reçue, mais la ligne directrice était de dire l'enfant, que ce soit pour la naissance ou après dans son développement, l'enfant naît avec tout un package, il a déjà tout en lui pour aller chercher ce dont il a besoin, et le rôle des parents est d'être des guides là-dedans, ou des anges gardiens, pour donner les meilleures conditions possibles pour que cet auto-développement se passe harmonieusement. Pour donner un tout petit exemple, sur un peu plus pour aller après la naissance, quand notre enfant avait... moi, je voulais faire des choses, je voulais intervenir, je voulais servir à quelque chose. Quand notre fille, puisque nous avons eu une fille, on n'a pas parlé de ça encore, quand notre fille a commencé à ramper, on a voulu l'aider à ramper en lui. En fait, elle avait ses pieds qui frottaient contre la moquette. Et je voulais lui faire une petite cale derrière les pieds pour qu'elle ait un appui sur lequel pousser. Et en fait, chaque fois qu'on faisait ça, elle se mettait super en colère. Elle se mettait à pleurer, à ronchonner, à rouspéter. Quand on enlevait les mains, quand on la laissait faire, ça se passait bien. Et moi, je me disais, mais non, vas-y, attends, juste si je te soutiens un petit peu, tu vas réussir à aller de l'avant. Je voulais qu'elle y arrive. Et voilà, il a fallu que je comprenne qu'il fallait juste que je ne fasse rien. Et à partir du moment où je n'ai rien fait là-dessus, ça a commencé à très bien se passer. Et d'ailleurs, le rôle, en fait, n'était pas de rien faire, était de vraiment vérifier que on lui mettait le moins possible de bâtons dans les roues, qu'on enlevait
les obstacles qui pouvaient la gêner pour ça. C'était quoi des obstacles ? C'était par exemple, et les obstacles venaient plus de l'extérieur par exemple, c'était, je sais pas, l'entourage qui a envie d'offrir un parc, ben ouais, mais si tu donnes 1 mètre carré d'espace à ton enfant, tu entraves le développement de sa mobilité. Si tu acceptes qu'on lui offre des chaussures hyper mignonnes mais avec lesquelles c'est impossible de marcher, bah, tu entraves sa mobilité, des choses comme ça, quoi. Donc, tu anticipes déjà à fond sur un des épisodes que j'ai envie de faire, justement sur la mobilité, motricité. Ouais. Et... Ok. Finalement, tu n'as pas complètement répondu à la question de quand est-ce que tu t'es dit « je suis papa ». Ben, c'est une question... peut-être que ça peut être progressif. Hein. C'est progressif, c'est en plusieurs étages. C'est en plusieurs étages. Disons que il y a eu un ajustement qui a été très long entre je sais que je suis papa, concrètement je peux pas du tout le nier, tu vois, enfin ouais. Voilà, c'est là, enfin et je me sens papa. Ah oui. Où je sais ce que je suis en train de faire en tant que père. Oui, il y a une grosse nuance. Il y a une très grosse nuance. C'est la différence entre le géniteur et le papa, peut-être. Ouais. Et pendant un long moment, ça a été... j'étais pretending, quoi. Comment pretending. Désolé, je reviens de Los Angeles. C'est pas vrai du tout. Comment on va dire en français ? Je donnais le change. Ok. Oui. À l'intérieur, moi, je savais absolument pas ce que je faisais et comment on faisait, ce qu'il fallait faire. D'ailleurs, c'était un petit peu en mode panique. Mais je me sentais pas père, quoi. J'aurais voulu qu'on me file un mode d'emploi. Syndrome de l'imposteur, quoi. Complètement. Et je crois que d'ailleurs, ce qui m'a manqué, une des premières choses que j'ai faites quand j'ai su que j'allais être père, c'était aller à la Fnac et acheter des bouquins. Et genre, j'ai acheté un très mauvais bouquin dont je ne me souviens plus du titre, mais qui était un truc du genre, enfin le guide du futur papa, ça doit être le titre d'ailleurs, un best-seller. Et j'en ai lu plusieurs comme ça, des bouquins sur, alors soit des trucs complètement perchés, ésotériques, genre le père va être le gardien totem de je sais pas quoi, son rôle est de ceci. Ok, je fais quoi concrètement, enfin, gardien totem, faut te peindre le visage et mettre des plumes. Je ne capte rien, quoi. Enfin, des trucs, soit des trucs barrés où je captais rien du tout, soit des trucs, des bouquins que je trouvais complètement cons, qui servent. Enfin, voilà. Mais il m'a manqué un matériel. Je lisais des choses très intéressantes parmi les bouquins que j'ai cités, mais pas grand-chose qui m'aide en tant que père. Je pense que j'aurais aimé écouter des podcasts de pères qui parlent, par exemple, ce qu'on est en train de faire. J'aurais aimé... Comment ils placent la pub, nickel. Ouais. Je sais pas, enfin voilà, il me manque... Mais bon, bref, j'ai appris évidemment sur le tas. Une autre question pour relancer, ou la même mais reformulée, parce que... Non, tu avais parlé, enfin on avait parlé de à quel moment tu as su que tu étais père, et puis tu as peaufiné les questions, à quel moment tu t'es senti vraiment père ou tu t'es senti peut-être légitime. Est-ce que tu te sens légitime ? Alors, je me sens légitime, mais ça a pris beaucoup de temps. Il y a un moment que je vais raconter... Bon, on va dire que la fin de la grossesse s'est pas passée comme on voulait, parce que je vais parler de ça un peu. On s'était fait un peu une belle histoire qui a été belle, mais qui s'est pas passée comme on voulait. Ce qui soit dit en passant, là, c'est le scénariste qui parle, mais c'est comme ça qu'on fait une belle histoire. Il faut que ça se passe pas comme on a prévu. Ouais. Voilà. Ouais. Si le spectateur, si ça se passe, vous avez toujours quelque chose où vous regardez une fiction, où si ça se passe exactement comme vous y attendiez, vous êtes déçu. Bon, bref, on n'a pas accouché. Ma compagne n'a pas accouché comme elle le voulait, par voie naturelle, sans péridurale. C'est que notre fille était en siège et c'était une contre-indication pour cet accouchement, ce mode d'accouchement. Donc ça s'est passé finalement médicalisé, et puis finalement elle a dépassé le terme, le travail s'est pas déclenché. Bref, ça s'est fait par césarienne au final, ce qui était un petit drame pour nous. Enfin, c'était pas du tout la belle histoire qu'on voulait se raconter. Voilà, au final, ça s'est très bien passé pour une césarienne. On a été très très bien accompagnés et ça a été complètement digéré.
Mais sur le coup, ça a été un petit accroc dans le départ. Après, tout le reste, c'est très bien passé. Pour ce qui est de nous, ce qu'on voulait faire pour notre fille, donc il y a eu l'allaitement, c'est très bien passé. On a mis en place plein de pratiques qu'on avait découvertes au fur et à mesure. En fait, c'est un peu comme une pelote de laine où on tire un fil et il y a toute la pelote qui vient. Donc ça pourra être aussi l'objet d'autres podcasts, plein de pratiques telles que le cododo, le portage, l'hygiène naturelle infantile, les couches lavables, la diversification menée par l'enfant après. Voilà, on a plein de pratiques qu'on a découvert au fur et à mesure qu'on a mises en place. On avait fait le choix d'être très très présent pour notre enfant. Je veux dire vraiment, physiquement, on était tout le temps là. Déjà, ma compagne s'est arrêtée longtemps de travailler pendant 6 mois. Moi, je ne travaillais pas. Quand elle a repris le boulot, je travaillais toujours pas. Elle était toujours notre fille avec au moins un de ses 2 parents. Ça, c'était important pour nous. Et pourquoi c'était important ? C'était important parce que, et c'est une très bonne question, parce que dans tout ce processus de grossesse et avec toutes les lectures qu'on avait eues, on avait des notions. J'ai retrouvé le nom du livre que je cherchais parce qu'il est vraiment important. Ça s'appelle Le concept du continuum. C'est une Hollandaise qui a écrit ça dans les années 70. Une lecture que je recommande vraiment à absolument tout le monde. On avait des idées très claires sur ce qu'était la façon souhaitable d'élever un enfant. Et on essayait de s'en rapprocher du mieux possible avec les contraintes qu'on avait. Pour faire très schématique, comme c'est décrit dans ce livre, le concept du continuum, la façon idéale d'élever un enfant serait ce qui se rapprocherait de ce que l'auteur avait découvert dans une tribu amérindienne dans laquelle elle avait passé beaucoup de temps, et qui donnait après des individus beaucoup, beaucoup plus épanouis et libérés que tous les individus névrosés que nous sommes et qui constitue tout notre environnement et qui est tellement commun qu'on finit par croire qu'il est normal, alors que c'est pas. Ça pourrait être autrement, et il existe des exemples qui montrent que c'est autrement, et on peut atteindre ça autrement. Alors il se trouve que nous ne vivions pas dans une tribu amérindienne, mais on a essayé de faire au mieux avec qui nous étions et les principes qu'on voulait mettre en place, et notre entourage. Et malheureusement, on estimait que notre entourage, nos parents, etc., n'étaient pas prêts à ce moment-là à accepter, nous, toutes les choses qu'on mettait en place, telles que, on va parler du cododo, du portage par exemple, le nombre de fois où on a voulu nous offrir une poussette, ce genre de choses, ou le nombre de fois où on nous a demandé, mais quand même, quand est-ce que vous allez la mettre dans sa chambre toute seule, c'est pas bon pour elle et tout. Bon. Et on s'est un peu ou pas un peu, on s'est refermé sur nous-mêmes, quoi. Enfin, là, on s'est protégé. La cellule familiale a fonctionné à 3, vraiment à fond, quoi. Enfin, beaucoup. Et ça a été. Je continue de penser que c'était une bonne chose, enfin que c'était qu'on a eu raison de faire ce qu'on a fait et à être d'accord avec ce qu'on a fait. Par contre, pour nous, les parents, ça a été hyper chaud. Ça a été très très chaud. On vivait à l'époque dans un appartement à Paris avec un chat en plus, enfin avec 2 chats. On vivait avec 2 chats. Il y en a un qui est mort dans les 10 jours suivant la naissance. Ok. Ça a été voilà, c'était très chaud aussi. Et puis avec ensuite un deuxième chat qu'on a toujours et qui est devenu on va dire hyper relou à ce moment-là. Enfin, c'est comme si on avait un enfant aîné qui était en train de constamment râler qu'on s'occupait plus de lui, quoi. Bref, l'ambiance à la maison était un peu lourde, je dirais. Et en fait, c'est dans le couple où c'était pas simple.
C'était pas simple. On avait du mal à... Moi, en tout cas, j'avais beaucoup de mal à trouver ma place. Donc, ma place de père, elle est aussi intimement liée à la place que je trouvais dans la famille, dans le couple. J'essayais, en plus j'étais là tout le temps, j'avais pas un boulot, je partais pas au boulot le matin et rentrais le soir. J'étais là tout le temps, j'avais pas de, comme je l'ai signalé, j'avais pas de but dans la vie. Donc en gros, par défaut, mon but, ça devenait la vie de famille, d'être le meilleur père possible ou au moins le meilleur conjoint possible. Ouais, donc ça avait encore plus d'importance. Grosse importance, grosse pression. Je savais pas comment m'y prendre. Ma compagne en faisait beaucoup. Il y avait une très grande part dans le rapport physiologique qu'on voulait avoir dans notre famille, le plus naturel possible, le plus animal possible. Et ben ma femme était absolument, enfin ma compagne était absolument prépondérante. Il y avait l'allaitement, il y avait voilà. Et du coup, bon, moi je laissais cette relation se faire. Moi je voulais aider au maximum en dehors, donc prendre toute la logistique en charge, la décharger au maximum. Et là, il faut savoir aussi que ma compagne est quelqu'un d'extrêmement efficient, qui sait comment elle veut que les choses soient faites et qui les fait très bien, rapidement. Bon, avec, on va quand même le signaler, une tendance à en faire trop, des fois, que je pense elle reconnaîtra elle-même. Mais voilà, donc c'était pas simple parce qu'elle n'attendait pas spécialement ça de moi. Et que je... Oui. Je reformule un peu pour voir si j'ai bien tout compris, mais donc vous étiez mis quand même pas mal de choses à réaliser dans un contexte qui le permettait peut-être pas complètement. Ouais. Enfin, en tout cas, d'avoir un mode de fonctionnement ou de mettre en place des choses que vous, en tant qu'enfant, vous n'aviez pas vécu. Ouais. Avec, dans votre entourage, pas forcément d'autres personnes qui mettaient en place ça. Donc pas forcément d'exemples ou de personnes avec qui échanger là-dessus. Et en appartement en ville, c'est ça ? Oui. Donc qui peut être très loin du contexte et de l'environnement dont tu parlais par rapport aux Amérindiens. Ouais. Donc vous mettiez la barre... on s'est mis la barre... Vous aviez conscience que la barre était haute quand même ou pas ? Je suis pas sûr qu'on en avait complètement conscience. Ouais. Je pense pas. On est tous les deux très perfectionnistes et je pense pas qu'on avait conscience de ça. Avec le recul, on avait des gens avec qui échanger parce qu'on avait toute cette communauté de la maison de naissance. Ça, c'était, on était très bien accompagnés de ce côté-là et on avait de la confiance. On avait de la confiance en nous sur ce qu'on faisait. On a eu beaucoup de chance d'être. À mon avis, c'est une chance. On était sur la même longueur d'onde tout le temps. Voilà, sur toutes les décisions, à chaque fois, on n'avait pas de conflit de ce côté-là. Là où vraiment où ça nous a manqué, et ça j'en ai complètement conscience maintenant, mais à l'époque j'en avais pas complètement conscience, c'est sur de l'aide très concrète au quotidien. Par exemple, on a fait quelque chose de génial, 1 mois avant la naissance peut-être. Il y a quelqu'un de notre famille qui est venu, donc la belle maman de ma compagne est venue chez nous pendant tout un week-end et on a cuisiné à fond pendant un week-end. On a fait des grandes quantités. Moi j'ai épluché tout ce que je pouvais et on a fait des grosses quantités. On a tout mis en barquette, on a tout mis au congèle, vraiment en prévision du début de la grossesse, de l'après-naissance. Quand on aurait autre chose à faire que de faire la bouffe. Ça, c'était très bien. On aurait dû vraiment systématiser ça, industrialiser ça. On a fini, par exemple, par prendre... alors, on a fait des changements au fur et à mesure, mais... par exemple, on a baissé notre niveau d'exigence sur le ménage, quoi. Bon, moi, j'ai arrêté de...
je repassais. J'avais toujours fait ça. Comment ça. Je faisais le repassage. C'est-à-dire, c'est quoi ça? Tu sais, avec un fer à repasser. Je vois. Non. Ouais. Je faisais ça. C'est ça que ma mère utilise de temps en temps. Là, voilà. le genre de... Moi, je pense qu'elle joue aux petites voitures en fait, mais non, d'accord, ok. Dans toutes les tâches ménagères, c'était ma préférée. Moi, je le faisais en tant que célibataire. D'accord. C'était un reliquat de quand je travaillais dans un bureau et qu'il me fallait une chemise repassée tous les jours, quoi. Ok. Et j'étais assez bon à ça. Bref. Et j'ai arrêté de repasser. En fait, c'était un peu un crève-cœur quand j'ai arrêté de repasser. J'entends. Je ne comprendrai jamais, mais j'entends. C'est ma compagne qui m'a dit. Non, mais alors, pour expliquer, je crois qu'il y avait vraiment un désir d'ordre très fort chez moi à ce moment-là. Mm-hmm. Et que le repassage était vraiment quelque chose qui satisfaisait ce besoin d'ordre pour moi. Où je vivais dans un chaos lisses, tu mets à plat, quoi. Complet. Quoi ouais. Tu lisses, tu mets à plat. Ouais. Tu plies. Complètement. Ouais. Et ouais, il y a une certaine. Et puis c'est quelque chose que tu maîtrisais. Et je maîtrisais. Ouais, voilà. J'étais bon, ça me plaisait, c'était agréable. Il y a une hiérarchie dans les tâches ménagères. Enfin, je sais pas si c'est comme ça, mais il y a celles que tu préfères, celles que tu aimes moins et tout. Moi, celle que j'aime moins, c'était faire la bouffe. Il se trouve que je me suis mis à beaucoup faire la bouffe. Je pense que ça peut être un sujet. Je crois vraiment, que ça peut être un sujet, ouais. Ça peut être un sujet. Les repas, la bouffe, tout ça, ça revient tout le temps. Et c'est primordial. Et en plus, je pense que dans le contrat, qui est le fait d'être un bon père, donner un bon carburant à ses gamins, ça en fait partie. Et ça, c'est souvent un sujet de réflexion et de... Je pense que ça recoupe avec la logistique, avec le concret et tout ça. Ok. Donc tu n'aimais pas faire la bouffe. J'aimais pas, mais je m'y suis un peu mis, mais voilà. Et donc voilà, oui, on s'était mis une bonne pression, ouais. On voulait quitter Paris déjà. Alors ça, c'était... En fait, c'est même venu encore plus en amont dans notre couple. C'est venu avant même de parler de faire des enfants. On avait déjà tous les deux ce projet de quitter Paris tous les deux pour aller vivre à la campagne, quoi. Aller vivre au vert. Et ça, moi je sais que si on n'avait pas eu ce projet tous les deux, je sais pas si le couple aurait existé en fait, parce que quand j'ai croisé ma compagne, j'avais l'impression que j'avais jamais croisé quelqu'un comme ça, à bien des aspects, mais dans tout mon entourage, toutes les nanas que je fréquentais, les petites parisiennes et tout, qui déjà avaient 10 ans de moins et pas mal de caca dans la tête je sais pas comment le dire, mais avec des gens qui avaient beaucoup de choses à régler. Et là, voilà, je rencontre quelqu'un qui a une maturité. C'est marrant parce que je m'étais dit juste à ce moment-là, donc j'avais 37 ans et je sortais avec des filles qui avaient entre 25 et 30 et tout. Et au bout d'un moment, je me suis dit, mais en fait, ça va pas dans la tête. Faut juste que je sorte avec des filles de mon âge, quoi. Mais les filles de mon âge, elles sont mariées, elles ont des enfants. Et là, voilà, je la rencontre, celle qui est pas mariée, qui a pas d'enfants et qui veut aller vivre à la campagne et qui a travaillé sur elle et voilà, n'a pas plein de caca dans la tête. Et... C'est une déformation paternelle, caca, pipi, tout ça. Non, c'est une expression que j'utilisais déjà à l'époque. Oui, non. Alors là-dessus, courte parenthèse pour dire aucun problème avec le caca, le pipi de ma fille. Ça n'a jamais été un sujet, tout ça. Donc oui, on voulait... Mais ouais. On avait un idéal dont on était loin au départ et qui a été super chaud. Voilà. Et moi, j'avais pas du tout anticipé. Le début a été super rude. Le début quand on est rentré de la maternité. Les premiers mois ont été très rudes parce que grosse pression et parce que beaucoup de mal à trouver ma place dans la famille. Et ça a vraiment mis du temps. Ça a vraiment mis du temps. Est-ce que tu as des exemples, en fait, par rapport au fait de ne pas trouver ta place ou de te demander ce que tu devais faire ? Il y a quelque chose que je faisais inconsciemment. Je continue de le faire une fois de temps en temps et ma compagne me le fait remarquer. On peut en rire maintenant. Enfin, j'essaie d'en rire. Ça m'arrive beaucoup plus rarement. Elle disait quelque chose qu'elle avait besoin de faire. Je sais pas... Il faudrait que je range telle boîte ou machin. Elle disait, je vais faire ça. Et moi, j'y allais et je le faisais. Et elle me regardait, genre, mais je t'ai pas demandé de le faire, quoi. Et je faisais,
ah mais pardon, je voulais aider et tout, mais c'était vraiment mécanique, c'était inconscient. En fait, je voulais la décharger où j'étais capable de lui prendre quelque chose des mains qu'elle allait ranger ou quoi. Il fallait que je fasse quelque chose, quoi. Parce que sinon, bien souvent, je me retrouvais les bras croisés avec une culpabilité de tout ce que... En fait, j'avais beaucoup de culpabilité à l'époque, et une des culpabilités que j'avais, c'est que je m'imaginais la pénibilité que ça pouvait être pour ma compagne, certaines situations. Par exemple, il y a toujours eu une relation très forte entre notre fille et ma compagne, et il n'y a pas d'égalité dans notre cellule familiale au niveau de la place de papa et la place de maman. Enfin, maman est beaucoup plus prépondérante sur des choses très concrètes comme rassurer quand elle pleure, ou les endormissements. Alors pendant très longtemps, il y avait la tétée qui faisait que c'était ça qui faisait que c'était la réponse à beaucoup de pleurs. C'était tous les endormissements pendant très longtemps se sont faits au sein, donc les endormissements c'était maman. Il y avait plein de choses où c'était maman. Et pourquoi je commençais à parler de ça ? Parce que il y avait beaucoup de situations que j'interprétais moi comme pénibles. Par exemple, quand notre fille pleurait, où j'avais pas voilà, ça réveillait des choses en moi, et aussi sans doute j'avais pas une connaissance suffisante de ce que pouvaient signifier les pleurs de l'enfant, etc. Ça éveillait des émotions assez fortes en moi, et j'aurais aimé faire quelque chose, en prendre une part. Pour réguler tout ça, mais c'est ma compagne qui en faisait quelque chose. Et s'il y avait une crise de larmes qui durait longtemps, ben moi je restais comme un couillon à rien faire, et j'aurais bien aimé pouvoir faire quelque chose. Et il y avait un besoin donc très fort de vouloir servir à quelque chose, en tout cas, de pas savoir tout le temps justement quoi faire pour servir à quelque chose. Et comment ta compagne justement, est-ce qu'elle te guidait par rapport à ça ? Est-ce qu'elle avait des demandes concrètes en fait auxquelles elle avait une demande générale qui était très juste. Alors elle avait pas, on dormait très mal, et elle n'avait pas un niveau d'énergie suffisant pour prendre le papa en charge, en plus de prendre son nourrisson en charge. Non, mais justement, pas en te prenant en charge, mais justement en te disant comment tu pouvais la décharger. Elle avait un conseil ou une demande qui était la bonne, mais que j'étais pas capable d'entendre vraiment ou de mettre en place, ou voilà, je tournais trop en boucle, qui était en gros, comment le dire, qui pourrait être occupe-toi de tes affaires. La version un peu voilà, ou la version un peu plus positive de tout ça, c'est trouve quelque chose à faire, mon grand, quoi. Enfin, et avec le recul, la meilleure chose que j'aurais dû faire à ce moment-là aurait été de m'occuper de retrouver un sens dans ma vie, enfin quelque chose qui me motive, autre que de tout projeter sur la famille, quoi. Retrouver une vraie quête, un vrai but. Ou alors, si c'était celui-là, l'épouser vraiment à fond, et faire des choses. Voilà. Là, il y avait un entre-deux un peu passif qui était un peu problématique. Donc voilà. Après, c'était pas. Moi, je crois que ma demande, ça aurait été quel chef, en disant fais ci, fais ça pour moi, en demandant des tâches très concrètes. Et elle, c'est pas le rôle qu'elle avait envie de jouer, et c'est pas le rôle qu'elle a joué. Et je comprends tout à fait que ce soit comment ça s'est passé maintenant que c'est fini. Et en fait, tant mieux que ça n'ait pas été comme ça, quoi. Ok. Et si on avance un petit peu, justement, par rapport à toutes ces questions que tu avais, le fait de trouver ta place, là, aujourd'hui, t'en es où ? Et est-ce que la place se dessine ? Est-ce que tu sais où t'en es ? Est-ce que tu sais où tu vas ? Il s'est passé beaucoup de choses depuis. On a réussi à quitter Paris, et on s'est installé dans un endroit qu'on aime beaucoup, qui est plus à la campagne. On a beaucoup avancé sur ce qu'était notre projet de vie. Et moi, notre fille a grandi très bien.
il y a beaucoup de choses qui sont beaucoup plus cool. Nous aussi, on continue à travailler sur nous-mêmes et on est beaucoup plus cool, donc ça commence à se détendre à ce niveau-là. C'est assez récent, hein. Jusqu'à ces 2 ans, pour moi, c'était vraiment chaud, quoi. C'était vraiment chaud au quotidien. Mais là, ça avance quand même vraiment dans la bonne direction. Et moi, les choses se détendent franchement depuis que je me suis justement réattelé à ce chantier de papa, vis ta vie, quoi. Enfin, fais quelque chose pour toi. Donc j'ai repris mon travail de scénariste. J'ai plein de projets. Voilà, aujourd'hui, je suis beaucoup, beaucoup plus motivé pour plein de choses, beaucoup plus tranquille pour plein de choses. On a trouvé une organisation de vie qui nous convient. Alors, ce qui est marrant, c'est que fondamentalement, c'est la même depuis pas mal de temps, en fait. C'est que comme on voulait la garder nous-mêmes, et que ça a continué d'être le cas, en fait, on s'est partagé un peu l'emploi du temps à partir du moment où ma compagne a repris le travail, où elle travaille 3 jours dans la semaine. Moi, j'ai 3 jours pour moi où je travaille, entre guillemets, quel que soit le nom qu'on donne à ce travail. Et le dimanche, c'est tous les 3 ensemble. Et pendant qu'il y en a un qui travaille, l'autre parent reste avec notre fille, qui n'est donc jamais allée à la crèche, etc. Alors c'est toujours la même organisation. Il y a juste maintenant, on prend 2 heures de babysitting par semaine, voilà, sur un de mes jours. Ça me fait moins un temps en rab. Mais fondamentalement, c'est la même chose, mais j'ai l'impression maintenant d'avoir beaucoup plus de temps, ou en tout cas, tout ce temps-là, à une époque, pouvait me paraître pénible. À un moment, j'ai pu appréhender le temps que j'allais passer avec ma fille toute la journée. Ça, c'est un sujet, je pense, à creuser et aborder sur le fait d'appréhender d'être avec ses enfants. Ouais. Et peut-être mélanger à la culpabilité d'appréhender, tu vois, de dire ah là j'aurais pas envie ou qu'est-ce que je vais faire, et puis c'est quelque chose que j'ai ressenti aussi. Et quand tu dis que maintenant c'est différent alors que factuellement le planning est à peu près le même, toi qu'est-ce qui t'a permis de mieux l'appréhender ou de le voir autrement? Donc tu m'as dit en reprenant ta vie en main, en ayant des projets. Il y a plusieurs choses. Il y a le fait de arrêter d'avoir des attentes, déjà. Par exemple, mais ça, c'est beaucoup aidé par le fait d'avoir repris ma vie en main. C'est qu'avant, j'espérais faire quelque chose des journées où j'étais avec ma fille. Alors qu'en soi, être avec ma fille était faire quelque chose, mais j'espérais rajouter des choses dedans. Avancer un peu, que ce temps soit pas... je sais pas comment dire, enfin... Voilà, optimiser le temps, quoi. Sauf que, quand t'as un enfant, tout prend énormément plus de temps. Et du coup, il y avait beaucoup de frustration qui pouvait naître de j'ai voulu, je sais pas, aller faire des courses, faire tant de lessive, ou appeler un tel, ou j'en sais rien. Et au final, t'arrives à la fin de la journée, t'as rien fait, et t'es en colère contre l'enfant parce que tu l'estimes un peu responsable du fait qu'il t'a pas lâché une seconde, et que t'as pas pu faire les choses que tu voulais faire. Donc déjà, j'ai lâché là-dessus. Le jour où je suis avec ma fille, éventuellement, je me dis, on verra si j'arrive à caser deux, trois petites choses. Mais si je vois que c'est pas l'humeur, que ça va pas le faire et tout, j'arrête et juste on reste ensemble. Il y a ça. Il y a le fait, on va dire qu'elle grandisse aussi déjà, et qu'on fait des choses qui m'amusent plus maintenant. Ça, je pense que c'est un aspect aussi à aborder. Je serais très curieux de savoir comment d'autres pères le perçoivent, juste même dans le lien qu'on crée avec son enfant. Le fait de faire des trucs qu'on considère plus marrants. Alors après, c'est culturel. Moi, ça me fait marrer de faire du sport, des trucs comme ça. Mais ouais, je pense la notion d'interaction et de possibilité d'interagir autrement et plus encore, etc., ça compte beaucoup. Et quand tu dis elle grandit, est-ce qu'il y a des activités, toi, aujourd'hui, où tu te sens
tu prends un grand plaisir à les faire avec ta fille. Ça commence à devenir marrant de jouer avec elle, ouais. Je vais pas dire que je m'amuse tout le temps, mais il y a des fois où je m'amuse, ouais. Il y a des fois où je me marre vraiment. Enfin, où elle a des sorties, des choses. Ouais, ça commence à être vraiment sympa de jouer ensemble. Quand on joue au Playmobil ou au Capla ou au truc comme ça. Ouais, ouais, il y a le langage, il y a tout ça. Quand l'enfant a, je sais pas, 6 mois, 1 an, 18 mois, que les jeux, c'est changer un objet pendant 3 quarts d'heure, je te le passe, tu me le passes, je te le passe, tu me le passes. J'avais plus l'impression de faire mon devoir qu'autre chose, quoi. Ouais, je vois. Bon. Après, voilà, il y a ça, il y a peut-être, je sais pas, mais je crois que je deviens plus cool en règle générale. Je crois que beaucoup des choses qui s'améliorent viennent aussi de choses que j'améliore en dehors de ma relation avec mon enfant. Il y a 2 choses qui sont très importantes dont je veux parler, qui ont été très importantes pour moi. Ça a été la même chose avec ma compagne d'ailleurs, on est passé par les mêmes étapes et on en a pris conscience en même temps en parlant. Il y a la première, peut-être la plus... En fait, nous, on s'était dit, avec notre cahier des charges, on a fait une espèce de petit contresens à un moment où on voulait, pour que notre enfant ait le développement le plus... ce qu'on estimait le plus harmonieux possible, voilà, on l'a mise au centre du processus et on l'a mise au centre de la famille. Et quitte à s'oublier un peu, voire à s'oublier beaucoup. Et il y a eu vraiment, à un moment, où on s'est rendu compte à plusieurs occasions que on agissait comme si c'était à elle de donner le là pour toute la famille. Par exemple, qu'est-ce qu'on écoute comme musique dans la voiture ? C'est toujours le disque de notre fille. Qu'est-ce qu'on fait comme activité ? On lui demande, tu veux faire une promenade, ou tu veux faire du vélo, ou tu veux... Et du coup, ça va être toujours... Et que, au final, nous, ça nous épanouissait pas. Il y avait un moment où on commençait à se demander, et nous alors ? Et puis que pour elle, c'était pas une bonne chose. D'une part parce qu'elle... pour la raison assez évidente qu'elle pourrait finir par croire que c'est à elle de décider de tout, mais aussi pour une raison plus subtile que j'avais pas vu venir, c'est que moi, à un moment, sur tout le début, on l'aura compris, j'étais un peu dans une position un peu sacrificielle, quoi, où je kiffais pas du tout ce que j'étais en train de vivre, mais où je me disais, c'est tout pour ma fille, je ferai whatever it takes. Donc, merde, c'est la 2e fois que j'en fais un comme ça. En français, je ferai... quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive, voilà. Tout ce qu'il faudra pour mon enfant. Et si moi, je suis pas heureux dans le processus, c'est pas grave. Sauf que j'avais pas compris que si toi, t'es pas heureux les enfants modélisent les parents, et si t'es pas heureux dans le processus, ils vont modéliser quelqu'un qui est pas heureux. Ouais, ça marche moins bien. Ouais. Et donc, au final, risquer d'arriver exactement à l'inverse de ce qu'on voulait. Moi, je veux avant tout le bonheur de ma fille. Donc, si elle voit que être adulte, être parent, c'est être une victime et être pas heureux, et être pas épanoui et tout ça, ça donne pas envie de grandir, quoi. Donc là, voilà, il y a eu ce moment où on s'est dit... ça a été relativement tard, ça. Hein. Je pense qu'elle avait peut-être dans les 18 mois ou quelque chose comme ça, où on s'est dit, là... on n'irradie pas le bonheur, il faut qu'on fasse quelque chose, quoi. Faut qu'on pense à nous, faut qu'on reprenne cet aspect-là en main. Tu me dis si je me trompe, mais dans tout ce que tu m'as dit, j'ai l'impression qu'il y avait... Pour le coup, c'est toi qui, lors de la première émission, t'avais mis la notion de contrat, de mission, et je comprends de mieux en mieux par rapport à ça. Je comprends que t'aies parlé de ça, parce que je sens qu'il y avait vraiment une notion forte, et une mission très forte, un truc que tu t'étais donné, que vous vous étiez donné apparemment, et avec un contexte... Enfin, vous avez mis la barre haute, et quand tu dis, avec peut-être le fait de s'oublier, le fait de... Alors,
Ce que j'entends aussi, c'est que comment je pourrais formuler ça. Il y a vraiment eu un moment où tout a tourné autour de la famille, autour de votre enfant. Et comme tu dis, vous êtes refermé un peu sur vous-même et en oubliant qu'on fait partie d'un tout. Et par exemple, je pense ce que vous avez essayé de mettre en place, il y aurait, en mettant un peu d'eau dans votre vin sur certaines choses, ça aurait collé avec votre environnement et donc vous aurez apporté aussi. Je pense qu'il faut tout ce qu'on peut lire, tout ce qu'on peut voir. J'ai l'impression qu'il faut toujours le prendre avec le recul de moi je suis où, dans quel contexte et dans quel contexte ça a été écrit aussi. Mmh. Enfin, en tout cas, en t'écoutant, j'ai l'impression je suis complètement je tire d'accord. cette leçon-là de ce que tu me dis. Je suis complètement d'accord et c'est la vision que j'ai maintenant. Voilà, j'étais pas capable d'arriver à ça à l'époque. Moi, j'ai une image qui m'est venue, qui, à mon avis, est assez parlante du niveau de pression que je m'étais mis. C'est que je me suis toujours dit, alors j'ai été... Je suis athée, j'ai grandi dans une famille communiste, farouchement anti-croyante, etc. Ouais. Mais la question de la spiritualité et de la croyance et tout ça m'a toujours intrigué et tout. Et je m'étais dit, il y a très longtemps, je ne crois pas en Dieu, mais si j'y croyais... En fait, il y avait une espèce de paradoxe qui m'apparaissait sur les croyants que je voyais, où je m'étais dit, si je croyais en Dieu, je crois que je deviendrais prêtre. Ah ouais, carrément. Parce que si on te dit Dieu existe, mais qu'est-ce que tu es en train de faire Ah oui, ok. Il y a rien de plus, c'est tellement énorme, il y a rien de plus important. Tu deviens, c'est le truc le plus important. Tu deviens Dieu, quoi. Donc tu deviens pas Dieu, tu deviens prêtre. Ouais, tu deviens père. Et tu deviens père, mon père. J'avais pas du tout pensé à ça. Et je crois que en devenant père, c'est un peu ce genre de processus qui s'est passé. C'est que j'ai eu une grande culpabilité. Je commence tout juste à m'en défaire, mais j'ai une grande anxiété quant à l'avenir. Je suis ce qu'on pourrait appeler un collapsonaute, ou enfin, je suis très porté sur les questions d'effondrement, etc. Et pour moi, la question de faire un enfant était quelque chose de... Elle l'était déjà il y a longtemps d'un point de vue émotionnel, parce que je n'avais pas spécialement... sur l'ensemble de ma vie, il y a eu une grande... La majorité, je ne l'ai pas kiffé, quoi. Et j'ai pu reprocher assez fortement à mes parents de m'avoir mis au monde et trouver que c'était une saleté de donner la vie, en fait. Ouais. Que c'était vraiment pas un cadeau, la vie, que c'était vraiment pas marrant, et que c'était parfaitement égoïste de donner la vie. Et c'était une raison assez forte pour laquelle je m'étais dit, je ferai pas d'enfant, moi, au moins. J'aurais pas ce crime à me reprocher, quoi. Et quand j'ai fait un enfant, quand j'ai décidé d'avoir un enfant, parenthèse pour dire que j'ai eu le sentiment que pour moi ça a été complètement irrationnel aussi, ça a été comme si quelqu'un prenait le pilote automatique et quelqu'un d'autre d'au-dessus, j'en sais rien, quoi, si on parle de spiritualité, mais que quelqu'un a pris mon contrôle et a dit non, t'occupe. Ouais, mais quand même, l'effondrement de la biodiversité, le changement de climat, t'occupe, c'est bon. Ça, tu t'en fous, fais un enfant, fais confiance. Mais ça n'a pas duré très très longtemps et c'est revenu après. Et le niveau d'angoisse est revenu et tout ça. Et je me suis dit, avec ce que j'ai fait d'avoir donné la vie, il va falloir ultra assurer derrière, quoi. Et voilà. D'accord, en gros, faut que ta fille révolutionne le monde, quoi, derrière. Non, mais... Non, pas qu'elle révolutionne le monde, mais qu'elle sentir... réussir à donner un cadre où elle puisse vivre une vie sympa malgré tout ce qui va se passer, quoi. Donc là, elle a quel âge maintenant ? Elle a 2 ans et demi. 2 ans et demi, donc vous avez commencé les cours de survivalisme ? Ouais. Ah bah là, elle est dans la forêt, elle a un canif rouillé et elle mange des vers de terre. D'accord. Elle a 500 bornes, elle doit revenir toute seule. Ouais, c'est ça. Ok. C'est ça. Non, pas du tout. Non, parce que justement, parce que j'ai compris que... Enfin, j'ai la conviction que la meilleure façon qu'elle s'en sorte le mieux possible, c'est justement de perturber le moins possible sa propre boussole intérieure et la laisser continuer d'aller vers ses envies et vers ce qu'elle développe elle-même. Ça se passe très bien comme ça, donc
Donc voilà. Mais par rapport à ce que tu as dit, et là où je sais pas si c'est un bémol que je pourrais mettre à ça, c'est qu'elle suive sa boussole intérieure, mais que pour autant, ça vous empêche pas de suivre la vôtre. Et quand des fois ça arrive, il y a confrontation, que systématiquement ce soit pas forcément votre boussole que vous mettez de côté, quoi. Oui, bien sûr, ouais. On travaille là-dessus. Ouais. C'est ça qui m'est venu quand tu disais ça. Reprendre le boulot te permet d'être mieux dans la famille. Ouais. Je pense qu'il y a cette idée, cette notion qu'on n'est pas unilatéral, qu'on n'est pas juste un papa, qu'on n'est pas juste un scénariste, un homme, et qu'il y a tout ça qui existe, et si on fait pas partie, si on laisse pas vivre toutes ces parties, ça marche pas bien, en tout cas pas très longtemps, quoi. Ou en tout cas on le vit pas super bien. Et puis aller vers soi-même en tant qu'adulte, aller vers ce vers quoi on a envie d'aller. Puisque j'arrêtais pas de c'était notre credo pour les enfants. Enfin, on en reparlera dans toutes les questions d'école, etc. Mais c'est la base de la pédagogie Montessori et bien d'autres. Laisser l'enfant aller vers son intérêt, etc. C'est pareil pour l'adulte, quoi. Ouais. Il faut se laisser aller vers ce qui nous attire, et comme ça on le fera bien, et puis on le fera déjà. Une chose que j'ai vraiment notée, c'est le concret, la logistique, la gestion du temps. Ça, j'aurais vraiment envie d'en reparler avec tout le monde, à chaque fois, parce que je pense qu'on peut appliquer une nouvelle pédagogie, une nouvelle éducation, être serein, mais si ces bases du fonctionnement, de la maisonnée, de cette industrie que c'est, fonctionnent bien, en fait. Ouais. Si on est tout le temps en train de courir, si on a l'impression de ne pas avoir le temps, etc. Alors, c'est un mélange. C'est-à-dire qu'on peut avoir l'impression qu'on n'a pas de temps, alors que factuellement, quand on regarde le nombre d'heures, il y en a, mais parce qu'on ne fait pas les choses qui nous correspondent. En tout cas, la logistique, ça reste hyper important, je pense. Si je devais refaire quelque chose, et peut-être que la question se reposera, ce serait rechercher beaucoup plus d'aide. Ouais. Ce serait trouver des moyens, trouver de l'aide. Recréer, je ne sais pas s'il y a eu beaucoup d'ego, sans doute, très certainement dans ce qu'on a fait au début, mais dans le modèle qu'on s'était donné, il y avait une tribu derrière. Il y a ce proverbe qui dit « il faut tout un village pour élever un enfant ». Et nous, on a dit on n'a pas le village, mais on va le faire quand même, quoi. Ouais. C'était tendu. Faire une tribu à deux, c'est chaud. Ouais. Là, j'essaierais vraiment de recréer... Si on fait un deuxième enfant, j'essaierais vraiment de recréer une tribu. Boum, spoiler. Alors, tu n'as pas posé la question. La question se pose. Ouais. La question se pose très, très, très concrètement. On se posait la question à deux. Moi, j'ai dit non jusqu'à récemment. Notre fille, maintenant, nous a dit qu'elle voulait... ok. Bon, elle veut 3 petits frères, 3 petites sœurs. Ça va peut-être pas être ça, hein, mais bon, on a réussi à négocier 0 ou 1, là, on a négocié. Donc voilà, la question se pose. Moi, je sens que... Voilà, on va être sur du scoop, quoi. Moi, je sens que ça y est, je suis prêt. Donc voilà, ce sera sans doute... ça sera un des projets qui vont venir. C'est jusque-là, d'un point de vue vraiment pratico-pratique. Deuxième scoop, on se marie en septembre prochain. Donc, je me pose plutôt la question dans ce sens-là. Ah ouais, mais ok, attends, est-ce qu'on va peut-être pas plutôt d'abord juste on se marie et puis on envoie le gamin après C'est plus, on parle de logistique, on est un peu là-dedans. Je peux pas te dire, mais en termes d'organisation, ça se fait tout seul. Donc, ouais, okay. Mais on a un autre moyen de contraception que vous. Donc ça se passe pas pareil. Tu me permets même si c'est ton interview, je termine sur une petite anecdote marrante. Et enfin, si on va terminer là, je pense qu'on a dépassé l'heure à nouveau. Justement, en parlant d'avoir ou pas un autre enfant, mon plus grand, un soir, donc sa mère était en train de le coucher. Moi, j'étais dans le lit tranquillement, et je le vois arriver, donc déjà étonné qu'il se soit relevé et qu'il vienne me voir. Et je lui dis qu'est-ce qu'il y a ? Et il me dit papa, je veux une petite sœur. Ok, d'accord. Une petite sœur qui s'appellera Rosette. Ok. Dans ma tête, je me dis si c'est un fils, il s'appellera Pâté. Bref.
J'ai dit ok, d'accord. Et il me dit donc faudra que tu mettes la petite graine dans maman. Ouais, d'accord, très bien, c'est noté. Et là, il s'en va dans le couloir, il me regarde une dernière fois, droit dans les yeux, il lève son doigt, il me fait t'y penses, hein? Et hop, et il s'en va, comme un paix. Voilà, donc là, il y a une forme de pression qui est notée. Alors, j'ai évidemment discuté avec ma compagne, elle ne l'a pas conditionné pour dire ça, voilà. Mais voilà, j'avais envie de terminer sur cette anecdote assez rigolote. Merci de nous avoir écoutés. J'y ai pas pensé dans les autres épisodes, mais une chose qui permettra au podcast de se faire connaître, pas hésiter à le partager, pas hésiter sur les différentes plateformes à mettre, alors je sais pas combien c'est, 5 étoiles, voilà, un petit commentaire, n'importe quoi, en fait, toute interaction fera remonter le podcast dans les algorithmes des différentes plateformes, donc n'hésitez pas, si ça vous a plu, évidemment. Et si ça vous a pas plu, pareil, vous pouvez mettre des commentaires en nous chiant dessus, ça fera quand même de l'interaction, donc on remontera dans les algorithmes. Voilà. Et pensez bien à acheter notre formation Devenir un bon père. Non, non, c'est pas encore fait. Ah, okay. Non. Ça... Ok. Non, mais je pense que ça sera compliqué de faire une formation, parce qu'elle est différente pour chacun. Mais il y aura peut-être des trucs qui vont naître petit à petit. Ouais, on garde le suspense. Allez, bonne journée ou bonne soirée à tous, et à bientôt dans le prochain épisode. Salut. De Papa fait du podcast, et on verra le titre. En attendant un autre titre. Au revoir à tous. Je suis ton père.